De retour au Pâté Palace pour cette journée Impact Santé avec la Tribune, RMC, BFM, Brut, visible sur beaucoup de plateformes. On a le plaisir d'accueillir avec nous Charles Wolff. Bonjour Charles. Vous êtes directeur général de Sanofi France. Alors vous arrivez avec une double étiquette. On serait vu il y a 15 jours, vous n'aviez pas la deuxième étiquette encore. Et par ailleurs, vous êtes président d'Initiative Pharma. Initiative Pharma qui est née au début du mois d'avril, qui est née après une prise de parole qui a eu lieu en début d'année, avec une sorte quand même de schisme. Allez, on dit, il y a eu du rififi dans le secteur quand même, on va se dire les mots, avec 9 laboratoires aujourd'hui de mémoire qui ont décidé finalement de vivre un peu leur vie au-delà du LEM, avec un axe assez central, et c'est là-dessus qu'on va débattre, l'innovation et cette notion de souveraineté qui va faire la liaison avec la table ronde précédente. Pourquoi cette initiative pharma? De quoi ça part, ce constat? Alors, je ne sais pas si c'est le schisme est un bon mot. Je dirais que la première chose, c'est qu'on ne construit pas contre. Le monde a changé. Voilà. Exactement. C'est une décision qui a été longuement mûrie. Plusieurs choses derrière ça. Une succession de changements au niveau local, France, des PLFS de plus en plus compliqués, une situation internationale qui bouge, un constat, alors je ne sais pas si je peux pas utiliser le mot d'échec, mais en tout cas de ne pas être entendu comme secteur et d'avoir un secteur qui est quand même extrêmement large. L'industrie pharma, c'est un secteur qui représente beaucoup de modèles d'affaires très très différents. Avec des tailles d'entreprise très très différentes. Avec des tailles d'entreprise très différentes, des modèles innovants, moins innovants, qui produisent en local, qui innovent en local, qui innovent ailleurs, qui produisent ailleurs. Et donc le besoin d'avoir une voix qui s'exprime très singulière autour de l'innovation et de la souveraineté, j'y reviendrai. Après, il y a un point qui est très 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 important, c'est que finalement, si on a l'habitude d'un seul syndicat dans ce secteur de la santé, en France, il y a d'autres pays qui ont plusieurs syndicats professionnels qui représentent l'industrie pharmaceutique. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont représentés par plusieurs syndicats en France. Donc c'était plutôt une exception, je dirais. Donc on a bougé un peu les lignes pour changer un statu quo dans un moment clé pour notre secteur. Et pourquoi innovation et souveraineté? C'est que on considère que sur le long terme, si on veut assurer de la sécurité sanitaire, si on veut assurer de l'accès aux patients qui soit soutenable, il faut associer ces deux piliers qui sont inséparables. Alors, on va y revenir. Le propos, quand même, on a le sentiment que le monde a changé, finalement, au même titre que le pétrole en ce moment, avec le détroit d'Ormuz, que la défense ou que l'intelligence artificielle et tout ça. Aujourd'hui, l'univers de la santé, et de la pharma de façon plus spécifique, il y a un réel enjeu de souveraineté qui est en train de se mettre en place. Comment on peut le décrire, cet enjeu-là? Comment vous, en tant que là, je m'adresse davantage au directeur général de Sanofi, c'est quoi les enjeux? Qu'on comprenne bien, que la salle comprenne bien ces enjeux, qui ne sont pas des petits enjeux. En fait, l'enjeu, c'est super simple. C'est l'enjeu des patients et le vieillissement de la population. Et aujourd'hui, tous les pays du monde sont confrontés... C'est ça la réalité. Et tous les pays du monde, alors effectivement, j'ai travaillé avant en Afrique, vous avez un peu moins ce sujet, vous avez beaucoup moins ce sujet de vieillissement de la population, mais sur tout le reste du monde est aujourd'hui confronté à cette falaise démographique, alors avec des échéances maintenant pour l'Europe et les États-Unis, des échéances un peu plus tard en Chine, mais que les Chinois déjà anticipent, et donc vous vous retrouvez avec des pays, des États, des gouvernements qui sont confrontés à un enjeu économique, démographique, de création de valeur, de répondre aussi aux attentes des patients et qui ont besoin d'acquérir cette chaîne de valeur sur leur continent. C'est ce qu'ils veulent partout. Et du coup, dans cette situation-là, si on laisse la France et l'Europe dans une situation où, quelque part, elle ne défend pas son industrie, on va mettre en péril l'industrie de santé, donc la sécurité sanitaire sur notre continent. Et on sait qu'en Europe, notre modèle social est énormément basé là-dessus. Alors, il y avait 2 chiffres que vous partagiez au moment de la naissance d'Initiative Pharma, je les rappelle juste. 9% des nouveaux médicaments approuvés en Europe depuis 2020 sont fabriqués seulement en France. Donc, ça veut dire que 91% ne le sont pas, je vais le traduire autrement. Et 40% des médicaments autorisés au niveau européen sont indisponibles en France. Ça traduit quoi? Ces 2 chiffres, ils traduisent quoi aujourd'hui? Je pense que ça traduit une lente glissade
je dirais, de la France dans le continent européen en termes de production de Il médicaments. y a une situation spécifique à la France, à vos yeux? Oui, puisque les 9%, ils sont à mettre en regard aux 24% de l'Allemagne. Et avec cette situation, alors tout le monde parle du mandat de Donald Trump qui a démarré avec MFN et les tarifs il y a 1 an. La réalité, c'est que cette tendance au niveau des États-Unis, elle a démarré bien avant. Elle a démarré quasiment avec Obama, avec Obamacare, puis Biden. Que la Chine, ça fait quasiment une décennie qu'ils investissent massivement dans ce secteur stratégique pour en faire un secteur où ils acquièrent leur souveraineté. Et ils veulent créer une différence en termes de compétitivité par rapport aux autres continents. Donc dans cette dynamique-là, il est extrêmement important d'avoir cette voie très singulière et forte, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va se passer la même chose que dans le secteur du photovoltaïque, de l'énergie nucléaire, de la défense, et c'est certainement pas ce qu'on veut, notamment puisqu'on a un modèle social très singulier en Europe, et c'est pour ça qu'on veut porter cette voie singulière. Alors, je voudrais préciser une chose très importante. Initiative Pharma, ce n'est pas un syndicat de labos français. D'ailleurs, il y a des labos européens qui sont en train de le rejoindre. Il y en a déjà un qui nous a rejoint. Il y en a deux. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que notre critère, ce n'est pas la nationalité. On a 3 critères. Très simples. Lesquels? Le premier, c'est d'avoir des sites en propre, R&D ou production. Le deuxième, c'est d'avoir un portefeuille innovation. Et je vais revenir pourquoi l'innovation est aussi importante que ça. Et le troisième, c'est de s'engager à défendre la souveraineté, la prise en compte de la souveraineté dans les politiques publiques en France. Alors pourquoi l'innovation est absolument essentielle? La souveraineté, si on n'associe pas avec l'innovation, on va réussir juste à garantir la souveraineté d'aujourd'hui, pas la souveraineté de demain. Donc les médicaments matures, on va dire. Exactement. Et c'est pour ça qu'on veut absolument avoir l'innovation avec la souveraineté, parce que l'innovation sans souveraineté, quelque part, c'est stérile. La souveraineté sans innovation, c'est extrêmement fragile, c'est un sursis, c'est à court terme. Si vous associez les deux, c'est une vraie stratégie de filière. Alors là-dessus, vous avez des propositions, vous en portez, on va essayer de les réduire en 3 axes pour être synthétique. Premier enjeu, c'est un débat vu comme le monde, mais qui est en train d'accélérer, le prix du médicament en France. Comment ce prix, à vos yeux, la position Initiative Pharma, mais aussi Sanofi, comment ce prix peut refléter cette logique d'appel à l'innovation, selon vous? Alors, avant d'aller sur la proposition sur le quoi, je voudrais être sur le comment. On a parlé de la raison d'être, innovation, souveraineté, etc. C'est très bien. Dans la façon d'être, je pense que dans un moment aussi pivot pour notre secteur et aussi pivot pour l'Europe, on va être très constructif. Donc quelque part, on sera sans compromis quand il s'agira de défendre l'innovation et la souveraineté dans nos discussions avec les autorités. Par contre, on sera toujours force de proposition. Ça, c'est la méthode. Et ça c'est très important dans la démarche. Et c'est une méthode qui est bien reçue aujourd'hui par le gouvernement? Oui, ça démarre bien, oui. Je pense si vous regardez l'inspiration, alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais globalement, quand vous regardez en tout cas moi personnellement, je l'ai lu en bonne partie, le rapport Draghi, quand vous regardez ce rapport-là, innovation souveraineté, c'est exactement ce qui est poussé. C'est au cœur. Donc on a, je pense aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, le consensus politique très large sur le fait que c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est plutôt bien accueilli. Votre question sur le prix. Le prix du médicament, finalement, déjà, c'est pas l'industrie qui fixe les prix. Ça, c'est faux. C'est une négociation, il va falloir parfois des décisions unilatérales. Mais globalement, on a 3 impératifs. Il faut garantir un accès aux patients. Vous savez, dans les industriels, que ce soit sur les sites de prod, que ce soit sur les labos R&D, les employés n'ont qu'une envie, c'est que leurs médicaments soient accessibles au plus large nombre de patients. Le deuxième, c'est que ce soit soutenable pour le système de santé, y compris quand il y a une contrainte budgétaire. Mais le troisième, que ce soit soutenable pour l'industrie. Et aujourd'hui, à votre question, est-ce qu'on a les bons prix des médicaments en France? Probablement pas. Et est-ce qu'on a les bons prix pour assurer une innovation? Encore moins. Encore moins. Je faisais le calcul avec des collègues ce matin. Si vous prenez, on était sur une aire thérapeutique, on faisait les calculs de si on appliquait les prix français au monde entier. Vous fermez. On fermait la R&D. On n'avait pas de quoi réinvestir en R&D. Donc non, on n'a pas aujourd'hui les prix qui permettent cette soutenabilité. Après, il faut trouver des solutions, des approches peut-être différentes qui prennent en compte l'efficience, qui prennent en compte aussi l'efficience économique. Une de nos propositions, c'est d'avoir une prise en compte dans toutes les politiques publiques du médicament, sur toute la chaîne de décision, systématiquement de prendre en compte le critère industriel et R&D en local. Pourquoi? Parce que chaque euro qui est dépensé,
Il doit servir les patients, oui, et il doit servir la souveraineté, la sécurité sanitaire à long terme. Donc il doit avoir une priorité sur ce qui va développer cette souveraineté. Alors, deuxième axe que vous portez, on va dire un axe un peu plus classique, est dire il faut aujourd'hui une enveloppe, il faut un effort budgétaire, une enveloppe nationale dédiée à l'innovation. C'est-à-dire il faut un accompagnement de l'État. On est en période de disette budgétaire. Hein. Les marges, je ne veux pas être pessimiste, Charles, mais les marges de manœuvre sont assez faibles. Est-ce que là-dessus, vous comptez être entendu ou est-ce que vous voyez d'autres leviers possibles pour atteindre ces financements ? Je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, une de nos propositions, c'est d'avoir une enveloppe qui sanctuarise les médicaments sur les critères d'innovation et de souveraineté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous investissez dans une filière industrielle sur la R&D, un médicament, je vous rappelle, c'est 1 à 3 milliards d'euros d'investissement. Donc quand le médicament il arrive au moment où il va être remboursé en France, si vous avez fait votre R&D en France, vous avez déjà dépensé 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards en France ou en France et en Europe, et donc vous avez contribué à financer le modèle social très significativement. Donc l'équation économique, elle doit être prise de façon intégrale. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui quelques rares solutions qui permettent d'intégrer le facteur de production locale, dont certains l'article 65, 75, etc. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des obligations de moyens. Et il n'y a pas d'obligation de résultat parce qu'il n'y a pas d'enveloppe. Si vous mettez une enveloppe, vous aurez une ambition commune, une boussole commune entre les industriels et les autorités qui permettront de vraiment dessiner un avenir beaucoup plus vertueux quand il s'agit de développer une filière industrielle et innovante. Alors, et dernier point pour conclure, mais qui est peut-être le point le plus significatif pour montrer l'enjeu de souveraineté que vous évoquez, c'est, j'allais dire, presque au même titre que la défense aujourd'hui, ce que vous revendiquez, c'est la visibilité aussi, un besoin de visibilité, et d'avoir un vrai programme, un plan national en matière d'innovation, mais qui se projette sur une période longue, à minima 5 ans. Oui. Tout à fait. Tout à fait, d'avoir une loi programmatique en santé, mais qui couvre... C'est quand même un porte-avions maintenant. Oui, parce que en fait, quand vous avez besoin d'une filière, de développer une filière française et demain européenne, vous avez besoin de R&D, vous avez besoin d'industriels, vous avez besoin de la santé, vous avez besoin du budget. Il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, on va avoir de l'argent magique et créer tant de milliards. Il s'agit de redémarrer un cercle vertueux avec effectivement des moyens qui seront peut-être limités sur le court terme, mais qui créeront un changement de trajectoire du porte-avions, pour prendre notre exemple, et qu'on puisse avancer ensemble vers une trajectoire de notre filière beaucoup plus positive et bouger ce 9%, se rapprocher de l'Allemagne. Dernière question. Est-ce que tout ce dialogue-là, en période d'instabilité politique, à un an d'une présidentielle, et dans une période de disette budgétaire, vous êtes entendu? Non, c'est important. Où vous préparez plutôt le poste 2027? Non, je pense qu'il faut travailler. On ne peut pas attendre. Je pense qu'il faut être très clair avec les Françaises et les Français, avec les politiques, mais aussi avec les citoyens. Attendre ne changera rien. Donc il faut démarrer maintenant. Il y a des choses qui peuvent être faites maintenant. On engage aussi avec certains partis politiques. Et ce matin, j'ai eu un petit déjeuner avec d'autres entreprises, avec un des candidats à la présidentielle. Regardez le nombre de candidats qui parlent de santé et de souveraineté. On ne peut pas attendre. Ça sera le mot de la fin. Merci Charles Wolff. Vous retrouvez tout de suite un débat animé par Raphaël Duchemin avec One Health. Comment aller plus vite? Merci à vous.